Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'information en langue française sur Afrique Média. Merci également de nous recevoir chez vous. Ce bulletin d'information aujourd'hui, nous l'ouvrons par l'Algérie et nous parlons de la crise parlementaire qui sévit dans le pays. Les députés algériens se réunissent donc ce mercredi 24 octobre 2018. Ceci pour élire un nouveau président de l'Assemblée populaire nationale, bien que l'actuel, poussé depuis 3 semaines à la démission par la majorité, refuse de quitter ses fonctions. Après avoir dénoncé au cours du week-end dernier une procédure illégale, Saïd Bouhadja, le président en exercice de l'Assemblée populaire nationale, chambre basse du Parlement, a affirmé mardi dernier qu'il resterait le président légitime de l'APN en dépit de cette élection. C'est un parti dans le Front de libération nationale du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika et le Rassemblement national démocratique du Premier ministre Ahmed Hayouhia, détenteur à eux deux de la majorité absolue des 462 députés, réclament depuis fin septembre le départ de Saïd Bouhadja. Il accuse notamment de mauvaise gestion. Et puis une information nous parvient à l'instant, c'est toujours en Algérie et on nous fait savoir justement qu'un nouveau président de l'Assemblée nationale a été élu. Il s'agit de Mouhad Bouchareb. Il est donc également un membre du Front de libération nationale, parti du président sortant Saïd Bouhadja. Nous mettons le cap en Éthiopie où les 17 et 18 novembre prochains se tiendra justement à Addis Abeba, la capitale du pays, un sommet extraordinaire de l'Union africaine. Quels seront donc les objectifs de ce sommet extraordinaire? Que peuvent bien se dire ces chefs d'État qui se retrouveront à Addis Abeba? Élément de réponse avec vous, Junior Wafo. L'ordre du jour de ce sommet portera sur le processus d'intégration dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, ainsi que des débats sur la paix et la sécurité régionale. C'est du moins ce que fait savoir le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Créée en 2002 à Durban, en Afrique du Sud, l'organisation a pour but d'œuvrer à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et de la paix, qui pour elle sont des préalables indispensables pour un développement durable. Outre les sujets précédents, les chefs d'État et de gouvernement devront discuter de la réforme institutionnelle de l'organisation engagée depuis 2017. C'est donc les 17 et 18 novembre que les 55 pays du continent sont attendus dans la capitale éthiopienne. Et il ne fait aucun doute que le spectre de la dévaluation du franc CFA sera également mis sur la table. En République centrafricaine, le président de l'Assemblée nationale a donc été vomi par les élus du peuple et le peuple lui-même. Son péché, c'est donc la mauvaise gouvernance de la deuxième instance du pays et ses tentatives à vouloir déstabiliser la nation et qui se portent de mieux en mieux. C'est un reportage de Linda Ndedi. Abdou Karim Mekwasoua, président de l'Assemblée nationale centrafricaine, doit partir. Telle est la volonté manifeste de la majorité des députés qui ont signé une motion de censure pour sa destitution. Pour cause, l'unanimité sur son élection frauduleuse en qualité de député de sa circonscription et président de l'Assemblée nationale en 2016 par ses pairs députés sous la base de fausses promesses. À titre d'illustration, Abdou Karim Mekwasoua, venant du quartier kilomètre 5 dans le 3e arrondissement de la capitale Bangui, était censé appuyer la question de cohésion sociale entre les communautés centrafricaines, notamment chrétiennes et musulmanes. Il devait à cet effet peser de son poids pour apaiser la tension qui existait à l'époque. Objectif qui n'a pas été accompli à en croire la majeure partie des Centrafricains qui jugent de très décevant le bilan des 2 années de présidence du PAN. Avis partagé par les députés qui soutiennent qu'Abdou Karim Mekwasoua est auteur de plusieurs détournements des fonds alloués pour le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Car dès son accession au perchoir en 2016, un projet des travaux de la réhabilitation du bâtiment de l'Assemblée nationale avait été validé par le gouvernement pour faire peau neuve. À cet effet, un montant de 800 millions de francs CFA avait même été décaissé pour la cause. Malheureusement, plus de 2 années aujourd'hui, le bâtiment de la 2e institution de la République centrafricaine n'est pas toujours réhabilité. Juste quelques petits travaux effectués et qui ne valent même pas le coût de 800 millions de francs CFA sont visibles.
Autre faute lourde dénoncée, la nomination des personnes peu recommandables à des postes clés à l'Assemblée nationale, avec pour stratégie l'utilisation du système de parrainage comme méthode de gouvernance. Des actes qui ne laissent personne indifférent en Centrafrique, au point où même les électeurs du PAN au kilomètre 5 n'ont plus confiance en lui et se disent être fatigués de ces manipulations tendant à déstabiliser davantage la République centrafricaine par tous les moyens. Raison pour laquelle nombre de Centrafricains souhaitent aujourd'hui que l'opinion nationale et internationale connaissent le véritable visage du président de l'Assemblée nationale qui n'a de cesse de décevoir le peuple centrafricain qui réclame son départ imminent à la tête de cette deuxième institution de la République. Au Congo-Brazzaville, des centaines de réfugiés centrafricains ont donc retrouvé leur terre natale. C'était le 19 octobre 2018. C'est donc un retour volontaire. Ceci grâce à la paix qui renaît de ses cendres en Centrafrique et surtout grâce à la situation intérieure du pays et qui s'améliore de jour en jour. C'est un reportage signé une fois de plus par Linda Ndedi. Pour ces réfugiés, c'est une évidence. Désormais, la sécurité et la paix ont pignon sur rue dans leur pays, qui a longtemps été le foyer des tensions et autres exactions. Facilité par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce rapatriement est le 7e du genre depuis mars 2018. Pour cette vague, ils sont environ 320 réfugiés centrafricains de Bétou au Congo pour la commune de Mungumba, de l'autre côté de la frontière, qui ont embarqué dans un convoi de 6 véhicules recouverts de bâches du HCR. Un départ qui s'est fait sous une pluie battante, accompagné des cris des populations locales qui ont salué l'initiative. Car les Centrafricains qui avaient fui leur pays d'origine se sont prévalus de la stabilité dans les villages, communes et villes d'origine le long du tronçon concerné. Ils ont davantage été rassurés par leurs prédécesseurs, soit au total 660 rapatriés volontairement fin août 2018. Bon à savoir, la reprise du rapatriement volontaire des Centrafricains résidant sur le territoire congolais fait suite à leur persistante demande et au fond d'accompagner bien sûr les retournés volontaires à s'insérer dignement dans leur communauté d'origine sur le territoire centrafricain. Des kits de réintégration leur sont remis, leur permettant ainsi, entre autres, de lancer des activités génératrices de revenus et de recommencer une nouvelle vie. Faut-il le rappeler, ils étaient au départ 32 000 réfugiés qui ont gagné le Congo entre 2015 et 2016, fuyant des affrontements interethniques. Sur les 3 000 qui ont sollicité un retour volontaire, 2 288 ont été rapatriés à ce jour et d'autres opérations seront programmées dans les mois à venir. Au Congo voisin, c'est-à-dire en République démocratique du Congo, la plateforme politique et électorale FCC a donc annoncé un meeting le samedi 27 octobre 2018 dans le pays. Une mobilisation qui aura donc lieu au stade Tata Raphaël de Kinshasa. C'est donc une mobilisation qui viendra à la suite de celle de l'opposition prévue le 26 octobre 2018 sur tout l'ensemble du territoire congolais. C'est un reportage de notre correspondant depuis la RDC, Justin Kabumba. Le Front commun pour le Congo FCC va organiser un meeting le samedi 27 octobre au stade Tata Raphaël de Kinshasa pour sensibiliser la population congolaise sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Annonce faite au cours d'une conférence de presse dimanche dernier dans la capitale congolaise par Néhémie Mouilagna, directeur de cabinet du président Kabila. Au cours de ce face-à-face avec les chevaliers de la plume, le Front commun pour le Congo, une plateforme politique et électorale dont le chef et le président de la République Joseph Kabila a réaffirmé sa détermination à participer aux prochaines élections présidentielles législatives prévues le 23 décembre 2018 dans le pays. En province du Nord Kivu, certains membres du FCC réaffirment leur soutien à leur candidat désigné par Joseph Kabila. Je soutiens ce meeting qui aura lieu ce 27-10-2018 à Kinshasa. Ce qui prouve que le FCC est prêt pour les élections du 23 décembre 2018.
selon la volonté du peuple congolais. Voilà pourquoi j'invite tous les Congolais à regarder seulement aux élections et d'éviter toute distraction politique qui rejette les élections. Ce grand meeting interviendra s'il est autorisé un jour après la marche de l'opposition pour protester contre la machine à voter. Une marche prévue ce 26 octobre et à laquelle l'IDPS et une grande partie de l'opposition dans le pays ne va pas participer. L'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS vient en effet d'élever l'option de participer aux élections avec ou sans machine à voter. IDPS, IDPS, IDPS. Au Togo, cette fois-ci, nous restons dans le cadre de la politique. La principale coalition de l'opposition a donc accusé une nouvelle fois le pouvoir de violer les décisions de la CEDEAO. Ceci est dans le cadre justement des élections dans le pays. Cette information a donc été rendue publique ce mardi 23 octobre 2018. C'est un reportage signé par Victoire Dimala. L'opposition togolaise adresse un message d'ultimatum au pouvoir en place si les décisions de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, portant sur le déroulement du processus électoral, n'étaient pas respectées. En plein cœur d'un dialogue politique qui dure depuis plus d'1 an, un dialogue qui vire déjà à une impasse politique entre les menaces de manifestation de l'opposition qui campe sur ses positions et son désir de voir le président Faure Gnassingbé démissionner, et la majorité présidentielle qui campe également elle sur ses positions et désire maintenir le pouvoir. Pourtant, un dialogue politique qui avait été initié pour trouver une issue favorable à la crise politique. Un état de choses qui ne permet pas d'apaiser les tensions. Avant la tenue du scrutin des législatives et des élections locales prévues pour le mois de décembre, l'opposition au Togo dénonce déjà des irrégularités et invite donc le régime en place à respecter le code de conduite prescrit par l'institution régionale, la CEDEAO. L'opposition s'appuie tout d'abord sur les récentes nominations au sein de la commission électorale pour protester. Elle dit craindre ensuite des fraudes lors du vote. D'ailleurs, les députés de l'opposition, dont la plupart sont regroupés en coalition, ont quitté l'Assemblée nationale ce mardi pour protester contre la désignation des représentants de l'opposition parlementaire devant siéger à la Commission électorale nationale. Nous restons au Congo, une convention de concession justement de la production de l'électricité dans le pays et de la conception, le financement, la construction, la mise en service, l'exploitation et la maintenance de la centrale électrique de Kekeli a été signée ce 23 octobre 2018. Et ce centre électrique de Kekeli justement a donc été signé par le ministre des Mines et de l'Énergie et le directeur général du groupe industriel panafricain. Et c'était donc sous le haut patronage du chef de l'État Faure Gnassingbé. Ce projet fait suite à un dialogue compétitif lancé en janvier 2018. Il comprend la participation de Siemens et qui désire s'impliquer activement dans les efforts d'électrification de la République togolaise. L'entreprise fournira les turbines, la technologie et les services de maintenance pour la centrale électrique. La construction, quant à elle, sera assurée par le groupe espagnol Grupo TSK. Et quant au financement qui sera mobilisé en francs CFA, la Banque Ouest Africaine de Développement et le groupe bancaire panafricain Aura Group seront les chefs de file. Le groupe Eranov assurera le développement puis l'exploitation et la maintenance de cette centrale et qui sera à terme exploitée et managée par des Togolais. D'une puissance installée à 65 MW, la centrale à gaz de Kekeli, Efficient Power, utilisera donc la technologie du cycle combiné. Cette technologie permet notamment de produire plus d'électricité sans consommation additionnelle de gazette en limitant les rejets de CO2 dans l'atmosphère. Nous mettons le cap au Bénin où le programme des Nations Unies pour le développement a donc signé une coopération avec le gouvernement béninois. C'était ce 23 octobre 2018. C'est donc un nouveau programme qui a été mis sur pied pour une période allant de 2019 à 2023. Cette convention a été mise sur pied il y a justement quelques jours dans le pays. C'est un reportage signé par Halid Mahama.
Ce programme, adopté le 7 septembre 2017 par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement, pendant sa séance ordinaire, a pour objectif de promouvoir la croissance économique inclusive, forte et durable, consolider la démocratie et promouvoir la bonne gouvernance au Bénin. D'ici à 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement veut voir les conditions de vie des populations vulnérables s'améliorer. Ceci par l'employabilité, l'acquisition d'une sécurité alimentaire, la capacité à gérer des ressources naturelles, sans omettre la transparence et la bonne gestion des institutions nationales, pour ne citer que cela. Selon le représentant de cette organisation au Bénin, Bokar Soko, ce projet positionnera le PNUD comme un grand acteur du développement au Bénin. Dans la même veine, Adjidjatou Matisse, ministre du Travail et de la Fonction publique, a mentionné que le gouvernement apprécie cet accompagnement que mènera le PNUD sur son territoire. À titre de rappel, la cérémonie de lancement du dit programme a été présidée par Adjidjatou Matisse, représentant du ministre d'État chargé du plan et du développement, par ailleurs, ministre de la Fonction publique et du Travail au Bénin. Toujours au Bénin, le poste de police de Juste-à-Poser et Sémékraké a donc été inauguré ce 23 octobre 2018, et ce par les présidents Patrice Talon, qui est le président du Bénin, et Mohamedou Bouhari, qui est le président du Nigeria. Les avantages donc de ce poste de police, c'est avec Khalid Mama qui signe une fois de plus ce reportage. Assurer une meilleure facilitation du commerce en vue de réaliser les économies d'échelle, encourager le partage des données et de renseignements pour renforcer la lutte contre les fraudes, tels sont des avantages que propose ce poste de contrôle juxtaposé, inauguré par le président béninois Patrice Talon et son homologue Mohamedou Bouhari, président du Nigeria et de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce poste permettra d'accentuer la communication et le développement des deux pays. Construit selon les normes internationales pour répondre aux attentes des peuples de la CEDEAO, financé par la Commission européenne dans le cadre du programme de facilitation des transports, le coût de sa construction est estimé à 21 milliards de dollars. Pour rappel, cette infrastructure repose sur un espace de 17 hectares. Il est subdivisé en 3 zones pour le transport, à savoir une zone de transport pour les commerciaux passagers, une pour les marchandises et une encore pour les piétons. En Ouganda, le président de la République, Yoweri Museveni, a donc lancé ce 23 octobre 2018 la première phase d'un projet industriel chinois d'une valeur de 660 millions de dollars dans l'est du pays. Le projet baptisé Zone franche de coopération industrielle entre l'Ouganda et la Chine produira du verre, de l'acier et des engrais organiques, créant environ 3000 emplois au maximum une fois achevé en 2020. Le président ougandais a déclaré que le projet réduirait les dépenses consacrées à l'importation de certains des produits et qui vont maintenant être fabriqués localement. Museveni a salué la Chine pour avoir encouragé les entreprises privées et les entreprises d'État à investir en Afrique. Le projet situé à Tororo, à la frontière entre l'Ouganda et le Kenya, profitera également aux pays voisins comme le Rwanda, le Kenya et la Tanzanie. Au Sénégal, c'est le président de la République, Macky Sall, qui a donc annoncé qu'il décaissera 300 millions de francs CFA pour une nouvelle économie dans les zones reculées de la Casamance. Cette information a donc été rendue publique ce 23 octobre 2018. C'est un reportage signé par Tony Michael Menga. Nous allons investir 300 milliards de francs CFA en Casamance entre 2019 et 2022 en vue de bâtir une véritable économie locale jusque dans les communes les plus reculées. C'est par ces mots que le président Macky Sall, chef d'État du Sénégal, a annoncé la bonne nouvelle dimanche dernier dans la ville de Bignona aux populations de Ziguinchor dans le sud du pays. Ce financement permettra selon lui de bâtir une véritable économie locale dans les communes les plus reculées de la Casamance, entrant ainsi dans le cadre de la phase 2 du programme d'urgence de développement communautaire, en abrégé PUDC. En tournée économique dans cette grande région du Sénégal, le président Macky Sall était aussi à Bignona pour procéder au lancement des travaux de la boucle des Kalounaï et en présence du Premier ministre, de plusieurs membres du gouvernement, des autorités administratives et locales, des partenaires financiers ainsi que des chefs religieux et coutumiers.
Les populations venues massivement de différentes localités de la Casamance à la rencontre de leur leader, le chef de l'État, ont fortement apprécié cette annonce qui signifie que le président de la République est à l'écoute des populations et ne ménage aucun effort pour que celles-ci soient heureuses. Depuis jeudi dernier, le président Macky Sall multiplie des inaugurations et des réceptions de plusieurs infrastructures dans les 3 régions administratives qui composent la Casamance naturelle. Il a d'ailleurs procédé lundi au lancement des travaux de la reconstruction du marché de Tilène, réduit récemment en centre par un incendie dont l'origine n'est toujours pas déterminée. Il a achevé sa tournée le même lundi en inaugurant la route nationale numéro 6 qui relie Ziguinchor à Kolda en passant par Tanaf et en effectuant des visites de plusieurs chantiers dans le cadre de Promoville à Ziguinchor. Il faut aussi noter que 30 postes de santé, 41 fourrages, 110 km de pistes rurales ainsi que la mise en place de 284 équipements des plateformes de services multifonctionnels pour faciliter le travail des femmes seront aussi réalisés dans le cadre de cette 2e phase du PUDC. Toujours au Sénégal, justement, la somme qui a été décaissée pour relancer l'économie dans les zones reculées de la Casamance est de 300 milliards de francs CFA et non 300 millions de francs CFA. Après, dans le Sénégal, nous mettons le cap en Zambie où le pays a donc intégré un grand groupe de renseignements financiers. L'information a été rendue publique ce 23 octobre 2018 par le ministre des Finances du pays. C'est un reportage signé une fois de plus par Tony Michael Menga. L'admission dans le réseau international qui lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption fait suite à l'aval des chefs des unités mondiales de renseignement financier lors de la 25e session plénière tenue en Australie. Le ministère des Finances a indiqué qu'au cours des 4 dernières années, la demande de la Zambie de devenir membre conformément aux normes mondiales sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme avait fait l'objet d'une évaluation rigoureuse et avait donné des résultats positifs. La ministre des Finances, Margaret Mwanakatwe, a déclaré que le développement était une étape positive pour le pays en attribuant le mouvement à la lutte contre la criminalité financière parrainé par l'État. Elle a ajouté que l'adhésion de la Zambie au groupe Egmont constituait un ajout aux attributs positifs recherchés par les agences de notation internationales dans l'attribution d'une note de crédit souverain à un pays. Le groupe Egmont a pour rôle de fournir un forum aux unités de renseignement financier du monde entier. À Madagascar, le déficit de pharmaciens que connaît le pays, justement, crée un problème aux Malgaches. Et donc, pour remédier à cette situation, le gouvernement a donc signé un contrat ou des conventions avec des étrangers, des entreprises étrangères. Et donc, qui sont donc ces partenaires et quels sont les objectifs de ces accords? Les éléments de réponse, c'est avec Junior Wafo. Groupe pharmaceutique Pierre Fabre et l'Institut Mérieux sont les 2 partenaires choisis par le gouvernement malgache pour l'accompagner dans la formation de ces pharmaciens. Car, faut-il le rappeler, les 2 institutions financent seules le département de pharmacie de la faculté de médecine d'Antananarivo depuis 2005. La pose de la première pierre le 22 novembre prochain de ce qui sera une faculté autonome de pharmacie n'est que la continuité de la coopération entre ces entreprises et le gouvernement. Première du genre sur l'île, l'établissement ouvrira ses portes à la rentrée 2021 et pourra former entre 40 et 50 étudiants par an pour un cursus de 6 ans. Avec une population estimée à 24,9 millions d'habitants, Madagascar compte moins de 400 pharmaciens. Cette initiative permettra donc au gouvernement d'augmenter son nombre de praticiens afin d'améliorer l'accès aux médicaments dans un pays où les dépenses consacrées à la santé ne représentent que 3% du PIB. Au Mali, cette fois-ci, c'est donc les autorités policières qui ont saisi de faux billets de banque. Le commissariat de police du 3e arrondissement du district de Mamako a saisi de faux billets en dollars équivalent à 15 milliards de francs CFA. Une enquête est ouverte pour savoir la provenance et la destination de ces faux billets. Il s'agit aussi de retrouver des complices qui ont pris la fuite. Selon un communiqué de la police locale, au cours de l'enquête, 3 imprimantes de
clandestines, dont une en Côte d'Ivoire, ont été découvertes, équipées avec les machines et instruments nécessaires pour la fabrication de faux billets. L'opération s'est déroulée dans la nuit du 20 au 21 octobre 2018 à Korofina, une commune du premier district de Bamako. Nous proposons à présent d'écouter le commissaire Ibrahim Keïta, justement, qui s'exprime sur cette saisie de faux billets au Mali. C'était gardé sur la personne chez lui à domicile, mais nous l'avons interpellé à Korofina, pas à son domicile. Il réside au Bangoni, mais nous avons pu quand même tendre un piège à lui pour pouvoir lui donner rendez-vous à Korofina, où l'interpellation a eu lieu. Il dit qu'il ignore là où ça peut être fabriqué, encore moins celui avec qui il a acheté. C'est avec cet élément du commissaire Ibrahim Keïta que nous mettons en terme à ce bulletin d'information en langue française sur Afrique Média. De votre fidélité, nous vous remercions. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, nous vous souhaitons une bonne soirée.